Ok, let's go. Cette semaine, on va parler d'une évolution qu'on voit se généraliser sur les plateformes parce qu'elle n'est pas nouvelle, notamment liée au fait que l'affichage sur mobile de l'application YouTube est en train de changer. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer, mais maintenant, au même titre que les vidéos suggérées, on a aussi mis en avant dans la page d'accueil les posts qui auparavant n'existaient que sur l'onglet communauté. Ça, lié au fait qu'il y a de plus en plus de créateurs contenu sur YouTube qui voient des grosses disparités dans la performance de leur contenu, qui tendent à nous faire penser que tous les algorithmes de toutes les plateformes évoluent vers la TikTokisation, ou dit autrement, la diffusion des contenus est beaucoup plus basée sur les centres d'intérêt de l'audience que sur la notion de connexion ou d'abonnement. Qu'est-ce que ça veut dire pour les marques avec lesquelles on bosse? Est-ce qu'il y a des opportunités? Si oui, comment? Pourquoi? Messieurs, c'est parti. Bonjour. Vas-y Ben. Bonjour tout le monde. Non, je pense que c'est lié à beaucoup de choses et je pense que c'est en lien avec ce qu'on a pu dire avant, c'est créer moins de formats différents, soyez focus sur votre singularité, et faites des formats qui vont plaire à votre audience et derrière ne cherchez pas à toucher plein de personnes mais cherchez des personnes précises, votre persona, etc. Je me rends compte qu'aujourd'hui, et on en parlait la dernière fois dans un webinar, du fait que en fait, les marques ont eu tendance à vraiment s'approprier les codes des plateformes en se disant on va mettre des messages publicitaires, etc. Et là, progressivement, on retourne sur un peu un mode à la créateur. Donc, comment créer une audience avec les techniques de base, typiquement les canaux sur Insta, TikTok, du coup, avec l'onglet communauté. De plus en plus, on va plus laisser le choix aux marques qui sont sur les plateformes de créer du contenu qui est typique des créateurs. Et je pense que demain, on va arriver sur un stade où c'est plus vraiment des marques qui vont parler, ça va être le CM de la marque, inside la marque, aussi ça pourrait être un agriculteur. Je pense qu'on va arriver sur ce genre de sujet, et je pense que du coup ce que tu dis avec YouTube est un bon exemple. Si YouTube commence à le mettre en place, les marques qui vont être présentes dessus devront avoir une incarnation qui sera très forte. Je pense à ça. En fait, je pense qu'il y a deux choses complémentaires là-dedans. C'est important en fait de chouchouter sa communauté, de l'avoir, mais de l'autre côté, c'est un peu des fois contradictoire. Tu as aussi l'opposition, de te dire des fois c'est même pas ta communauté qui va voir tes posts parce que les algos maintenant les diffusent à plein de gens différents, et l'enjeu c'est presque quand tu le diffuses à plein de gens différents qui cliquent sur ta marque et qu'ils aient envie de s'abonner, et pour ça il faut que le contenu qu'ils aient vu, ils retrouvent un peu la même chose dans leur feed, quoi. Et quand tu l'introduisais, je me suis dit un truc, c'est que aujourd'hui la plupart des marques ont à peu près le même nombre de vues. Tu vois, alors que tu prends un créateur, il y a une disparité énorme, quoi. Et en fait, ce que les marques doivent chercher, c'est cette disparité énorme, parce que ça veut dire qu'elles auront des fois craqué le truc, quoi. Et aujourd'hui, la plupart des marques craquent rien du tout, et donc t'as pas de disparité. Ça dépend de l'ads qu'elles ont mise dedans, quoi. Et donc, comment tu vas chercher des formats, même qui vont au-delà de ta communauté, parce que sinon, tu n'auras pas de disparité, et donc qui plaisent à l'audience. Et donc là, tu dois jouer avec les codes des réseaux sociaux et pas justement jouer avec les codes des marques, quoi. Je trouve qu'une autre innovation, je parlais de YouTube en introduction du podcast, mais en vrai, quand tu regardes ce qu'a annoncé Instagram en termes de features sur pouvoir permettre la diffusion à des gens qui ne sont pas abonnés à ton compte. Exactement. Pour moi, c'est assez symptomatique de ce truc-là. C'est de se dire, on a un enjeu, quand je dis on, c'est nous Instagram, on a un enjeu à comprendre comment on fait pour diffuser le bon contenu aux bonnes personnes. Donner l'opportunité aux gens qui créent du contenu sur la plateforme de diffuser auprès de gens qui ne sont pas abonnés. Pour eux, c'est un bon moyen de savoir si, est-ce qu'aujourd'hui, en prenant le contenu, on est en capacité d'identifier quelle est l'audience la plus pertinente à qui servir ce contenu-là. Est-ce que nos algorithmes sont assez précis pour que, en scannant entre guillemets le contenu, on soit en capacité de se dire ok, ce contenu-là, je vais le diffuser à ces personnes-là, et normalement ça devrait marcher. J'ai presque l'impression que ils sortent la features et ils le présentent comme une faveur qu'ils font aux créateurs, mais je pense que pour eux c'est aussi un bon moyen d'évaluer la pertinence de l'algorithme et de leur moteur de recommandation. Et du contenu, quoi. Mais en tout cas, je trouve que cette fonctionnalité, c'est exactement ce qui est en train de se passer derrière ça. C'est teste ton contenu pour voir est-ce qu'il peut être viral ou pas, est-ce qu'il va plaire à d'autres personnes qui ne te connaissent pas, quoi. Et surtout que les gens à l'époque, et je pense que c'est un petit pied de nez à TikTok, en fait les créateurs testaient sur TikTok, ils voyaient si ça marchait, et si ça marche sur TikTok, ils le mettaient sur Insta. Je pense que Insta a dû se dire, publiez en premier sur Insta, vous aurez de la performance aussi, et on va vous mettre dans les bonnes conditions pour le faire. Et moi ce que j'aime bien aussi, c'est ce côté, je pense qu'il y a une époque, pas si loin, mais les plateformes essayaient de se dire en fait on rémunère les créateurs pour qu'ils créent du contenu, YouTube, TikTok, etc. Insta c'est plutôt dit comment on crée les meilleurs outils
pour que les créateurs se mettent dans les meilleures conditions pour avoir envie de créer du contenu et créer une audience. On se rend compte, et personne n'est dupe, hein, aujourd'hui, les revenus principaux des créateurs sur YouTube et sur Insta, c'est les marques, même s'il y a une bonne rémunération par rapport aux vues, etc. Aujourd'hui, un petit créateur qui est dans une niche ne pourra pas émerger ou survivre ou vivre de ses revenus si il dépend de TikTok ou YouTube. Par contre, grâce aux marques, je prends un exemple beaucoup de créateurs là, qui sont sponsors par Squarespace, alors qu'ils font 15 000 vues sur YouTube, c'est parce qu'ils ont réussi à créer une proximité, un lien avec leur communauté. Et je pense que demain, les comptes qui vont être forts, c'est des comptes qui n'ont pas forcément une très grosse audience, mais qui ont une très grosse proximité, un vrai lien avec eux. Et je pense que du coup, potentiellement, des marques comme celles qu'on accompagne seront challengées par ces micro-créateurs qui, du coup, iront sur des mêmes sujets, etc., les topics très précis. Notamment, tu vois, dans la recette, on en parlait, hein, mais il y aura de plus en plus de créateurs qui seront focalisés soit sur des recettes, je sais pas, de pain ou de boulangerie vegan, etc. Et ils feront leur beurre sur tout ça. C'est beau. Donc tu crois qu'on va tendre plutôt vers une forme de micro-niche, quoi, d'être encore plus spécifique en se disant... moi, ce que j'aime bien là-dedans, c'est que quelque part, ça te force à bien connaître ton audience, quoi. C'est-à-dire que si à un moment tu veux être sûr de pouvoir être en capacité de générer de la perf de façon relativement régulière, et c'est un point qui je pense est important aussi en termes d'attente. Qu'est-ce qui doit évoluer aussi dans les attentes qu'ont les créateurs de contenu, les marques par rapport aux différents réseaux, c'est accepter de vivre dans un monde où il y aura des grosses disparités de performance entre les contenus, et c'est pas grave. En fait, c'est juste, j'ai testé un truc, j'ai appris. La plateforme m'a fait comprendre que ce truc-là, ça marchait pas. Comment je fais pour le faire évoluer pour jusqu'à trouver le format qui fonctionne. Mais trouver un format qui fonctionne, ça veut dire aussi très bien comprendre les attentes de son audience, très bien les connaître et essayer de vraiment passer du temps avec eux. Ce qui va dans le sens de ce que tu disais sur il y aura une prime à celles et ceux qui arriveront à vraiment créer une forme de communauté dans laquelle il y aura de l'échange et où la commu va alimenter la marque ou le créateur. Tu vois, par exemple, sur YouTube, moi je le vois maintenant, les futurs créateurs, c'est pas tout de suite, hein, ça va prendre quelques temps, mais je vois bien Insta, TikTok, YouTube comme une bibliothèque où tu vas piocher un livre et tu sais que cet auteur-là, il va parler de tel sujet et c'est intéressant pour toi. Ça se voit beaucoup sur YouTube sur le bricolage, le jardinage, c'est des experts métiers. Ils n'ont pas forcément une énorme communauté, mais pour autant, ils vont faire des tutos, ils vont vraiment apporter de la valeur sur tout ça. Et après, tu as des créateurs plus mainstream qui, du coup, vont faire du divertissement. Eux, ils vont avoir une très grosse audience qui vont toucher beaucoup de personnes. Mais je trouve ça bien et je pense que le côté un peu petit créateur ou les features qui sont en train de mettre en place vont permettre de faire émerger des micro ou nano créateurs très spécifiques grâce au centre d'intérêt. Je pense que par exemple, quelqu'un qui se découvre une passion pour le jardinage sera très content d'avoir dans son feed apparaître du coup des contenus jardinage, etc. qui sont liés. Peut-être mettra plus en place le côté enregistrer un post ou un contenu plutôt qu'aller follow une page. Mais je pense qu'on est en train de découvrir un truc qui est en train de changer. En fait, le follow sera un peu moins facile. Je pense qu'on était au pic du follow facile sur YouTube et sur TikTok. Et je pense que Insta est en train d'un peu freiner le truc pour avoir quelque chose de plus qualitatif. Mais Glenn, t'as pas l'air d'accord? Non. En fait, je suis d'accord sur le fait de spécialiser, bien connaître sa commu. Mais je pense que tous les outils de viralité que mettent en place les TikTok, les Insta ou autres vont permettre même à des gens qui sont dans des niches, après ça dépend quelle commu, mais t'as de 100, 150 000 personnes, peut-être plus facilement qu'il y a, tu vois, je pense que la TikTokisation avec les Reels ou autres ont amené, on l'a vu dans le monde de la food, des communes de 100, 200, 300 000 personnes. Tu vois, même dans le jardinage, un permaculteur qui fait ses 1 million d'abos sur Insta. Je pense qu'il y aura aussi une place pour des communautés assez grandes et que la viralité, même on le voit des fois sur des marques à nous où tu te dis putain, il y a un post qui part viral, tu as 1500 personnes qui suivent. Tu te dis, pourtant la marque, tu te dis, tu vas pas la suivre comme un créateur. Donc je me dis que moi je le vois plus comme une opportunité de réussir à gagner en abonnés peut-être un peu plus facilement sur nos marques. En fait, je pense que par exemple TikTok l'a connu là récemment, il y a des personnes qui ont des grosses communautés mais qui engagent très peu sur leur contenu, qui ont des contenus qui pop de temps en temps, etc. Et je trouve que maintenant il y a un vrai gap entre les comptes, par exemple, des influenceurs qui ont une très grosse communauté, mais qui performent peu. Par exemple, un Thibaut InShape, par exemple, qui est un bon exemple. Il a réussi à craquer un peu le code des shorts. Il a une communauté internationale maintenant. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, cette communauté qu'il a, elle ne sert pas vraiment les objectifs de ses contenus. Et je pense que
Insta, peut-être avec le côté montrer à des personnes qui ne suivent pas, c'est aussi pour voir si potentiellement tes contenus peuvent aller toucher d'autres personnes et ce qui peuvent intéresser. Et que en fait, les gens ne se reposent pas uniquement sur le potentiel de viralité d'un de leurs contenus. Et je pense que c'est à partir du moment où tu commences à avoir des contenus viraux que tu dois là faire attention à ta communauté. C'est-à-dire créer du lien très vite avec elle parce que sinon la personne va s'abonner et au bout de 2 semaines, elle t'aura peut-être oublié, quoi. Et donc je pense qu'il y a une combinaison des deux à avoir, c'est-à-dire craquer la viralité et ensuite chouchouter ta communauté, quoi. Je pense qu'il y a un truc aussi où ce que ça veut dire, c'est on va passer, à mon avis, d'une période où on privilégiait la taille de la communauté à la profondeur de la relation, entre guillemets. Et là, je pense qu'on va plutôt arriver sur un truc de avoir des relations qui sont beaucoup plus profondes et beaucoup plus marquées. Si je me fais l'avocat du diable 2 minutes, je pense qu'une partie des réserves que pourraient avoir les marques par rapport à ce constat-là, c'est la peur de s'enfermer dans un truc. Tu vois, par exemple, on parle beaucoup de format signature, quand tu as trouvé ta marque de fabrique, tu la matraques et tout, etc. Répéter, quoi. Je pense que c'est quelque chose qui peut causer pas mal d'appréhension chez les marques parce que quelque part, de fait, tu deviens un peu unidimensionnel. En tout cas, tu peux contraindre, on va dire, ton territoire d'expression. Qu'est-ce que vous pourriez répondre à des marques qui pourraient faire valoir ce genre de réserve? Alors, moi, je pense que c'est quand tu es une marque, tu as trouvé ton format signature, c'est presque une chance. Donc, je me dis, même si tu parles que sur un sujet spécifique, mais qui fonctionne pour ton audience et qui potentiellement convertit ou fait passer le bon message, c'est déjà bien plutôt que d'avoir de multiples messages qui ne fonctionnent pas. Je me dis, on vit dans un monde où il y a différentes typologies de médias. Et si déjà sur les réseaux sociaux, tu arrives à faire passer un message clair à ton audience et qui fonctionne, c'est bien. Surtout dans un monde où les marques ont du mal à faire passer des messages. Moi, je suis plutôt partisan de ça. Je pense que le problème là-dedans, c'est pas l'externe, c'est vraiment l'interne et de se dire le PDG va voir toujours les mêmes posts, il va pas comprendre. Et moi, c'est hyper difficile à défendre parce qu'il a il n'a pas les connaissances ou les clés pour décrypter ça. Donc ça va me demander un temps énorme en termes de pédagogie et j'ai pas envie de me battre là-dessus parce que faut que je négocie ma prime et mon augmentation, quoi. Et ce que je comprends, je comprends la prime, je comprends l'augmentation, mais d'un point de vue purement pragmatique, pour la marque, je pense que c'est bénéfique d'avoir ce format signature. Il faut juste être sûr qu'il délivre le bon message. C'est pas juste un truc complètement éloigné de ta plateforme de marque, quoi. Moi, j'irais juste un poil plus loin et je pense que c'était un peu l'enjeu de demain et par rapport à ce que va arriver sur YouTube avec le côté communautaire, etc. C'est que les marques vont devoir de plus en plus avoir une personnalité. Où je trouve qu'aujourd'hui, les marques, souvent, elles ont envie d'être très lisses, très carrées, etc. Donc, elles ont peur d'avoir une personnalité trop forte. Je pense qu'au-delà des formats signature, les marques de demain vont devoir avoir vraiment une personnalité forte, ce qui donnera envie aux gens, peu importe le contenu, envie de les suivre. Typiquement, que ce soit un carrousel, que ce soit une story, etc. Les gens ont envie d'interagir avec cette marque. Je vois un peu l'exemple, par exemple, un Duolingo. Duolingo, ils ont créé une personnalité à leur mascotte qui est très forte. Ils auraient pu en faire une mascotte so-so, ça aurait resté une mascotte et basta. Ils ont réussi à en faire un truc vraiment différenciant. Parce qu'il y a au-delà de l'incarnation, il y a tout le travail de modération ouais. aussi, réponse aux commentaires, etc. Le fait que la mascotte, du coup, elle va chasser les gens qui n'ont pas fait leur leçon, etc. Ils ont vraiment réussi à créer une personnalité forte. Donc, peu importe le contenu, hein, des fois, je regardais si c'est juste une story, il y a énormément d'interactions derrière. C'est du bonheur, je pense, aujourd'hui pour créer une marque communautaire. Donc je pense qu'on aura, et je pense Insta et YouTube sont en train de faire ça, forcer les marques à créer une personnalité. Donc eux, se donner vraiment un ton fort et derrière pouvoir tester des contenus au cas où si ça flop, c'est pas trop grave parce qu'on peut tester des choses. Et derrière préférer se dire que si on a un contenu qui est viral, il faut que ça soit un bon contenu plutôt qu'un contenu qui sort de nulle part parce que on a notre équipe qui a fait de la Macarena et c'est hyper cringe et elle a explosé, quoi. En fait, j'aime bien ce que tu dis là parce que moi, il y a une phrase par rapport à tout ça, parce que réussir à aboutir, trouver son ou ses formats signature, parce qu'il y a un monde où tu peux avoir 2-3 formats récurrents qui reviennent, etc. Moi, il y a une phrase que j'aime beaucoup qui est le volume annihile la chance. Donc, si tu veux laisser, entre guillemets, le moins de place possible à la chance, ça passe par une phase où tu vas faire beaucoup de volume, tu vas tester des trucs jusqu'à réussir à trouver la formule qui va bien.
bon, ça suppose que, et là je parle pour nous, les marques nous laissent entre guillemets un peu les coups des franches aussi pour tester des trucs. S'il vous plaît. Non mais qui fait partie de nos combats, on va pas se mentir. Oui. Si on est, On viral, franc 2 minutes. Notre échange de 2 minutes. Il y a aussi ce truc de se dire, ok, il y a les contraintes avec lesquelles on doit composer et puis il y a le respect de la plateforme de marque, mais une fois qu'on a posé ce cadre-là, il faut qu'on soit en capacité de tester et d'itérer des choses. Mais ce que j'aime bien dans ce que tu disais juste avant, c'est que en fait, le fait d'avoir une personnalité qui soit définie et affirmée, ça fait office de garant, quoi. C'est ça qui crée de la cohérence. Même quand bien même tu testerais plein de choses, à partir du moment où tu es aligné et tu restes fidèle à la personnalité de la marque, t'as pas de risque que t'aies l'impression que ça sort un peu de nulle part et que ça soit déplacé, quoi. Donc je trouve ça intéressant de se poser la question de savoir ok, c'est quoi la personnalité de notre marque, comment on le fait vivre, et à l'intérieur de ce terrain de jeu, comment on se donne les moyens d'expérimenter plein de choses jusqu'à trouver une formule qui fonctionne, quoi. Peut-être le garant d'avoir un contenu qui performe en soi. C'est que derrière, ton gamin, peu importe le cadeau et le prix du cadeau qu'il te fait ou l'énergie qu'il a mis derrière, à partir du moment où c'est ton gamin qui t'a fait un cadeau, tu es content de le recevoir. Donc c'est à peu près pareil avec notre communauté. Et puis, je pense que c'est aussi un des ingrédients qui fait que... Je me demandais où t'allais. Belle ces analogies un peu approximatives. Je voulais créer un lien avec vous, Il trouve toujours le moyen de se rattraper. Là, par contre, ce que je trouve intéressant aussi, c'est de se dire, du coup, la viralité et le format viral devient un moyen en vue d'une fin, puisque c'est un moyen de faire découvrir la marque et sa personnalité, mais ce qui va créer de l'attachement et ce qui créera... si on se dit que potentiellement, notre communauté, les gens qui sont abonnés à notre marque, ils verront de moins en moins nos contenus par rapport au constat qu'on fait, qui est de se dire on est plus sur la mise en avant des contenus basés sur les centres d'intérêt plus que sur les connexions, que ce soit abonnement ou autre. Le fait de travailler sur la dimension attachement émotionnel à la marque devient du coup de plus en plus important. Et le fait d'avoir une personnalité affirmée fait que les gens presque... Il y a un monde où ils vont sur TikTok, ils tapent Duolingo pour aller voir c'est quoi la dernière dinguerie qu'a fait la mascotte, quoi. Et je pense qu'en plus, si tu arrives, après avoir créé tes formats viraux, à créer un attachement, tu as aussi Insta, TikTok ou n'importe quelle autre plateforme va aussi pousser plus à tes abonnés. Donc en fait, tu as un cercle vertueux. Moi, je trouve ça assez excitant en termes de social media de se dire qu'il y a un monde où tu peux réussir à aller chercher cette viralité et en plus créer une communauté, quoi. Et je pense que ce truc-là, les marques, elles sont à chaque fois pas trop loin. Mais je pense que quand elles voient un format viral, elles analysent pas en disant qu'est-ce qui a créé la viralité. Moi, j'ai toujours cet exemple que je vois, c'était Laura Merlin à l'époque, qui avait un format où ils avaient pris une trend qui était assez forte. Le truc avait fait plusieurs dizaines de millions de vues, etc. En fait, ce qui faisait la force, c'était le CM qui avait géré le contenu. En fait, on sentait qu'il avait les codes, qu'il s'était amusé, etc. Et en fait, très vite, il a disparu, il n'était plus du coup dans l'incarnation, etc. Et les contenus d'après ont un peu moins performé. Et en fait, à chaque fois où il y avait de la performance, c'était quand il y avait un CM qui s'était amusé. Et en fait, je pense que tu as moyen, quand tu es une marque, à réussir. Je pense que les moyens les plus simples, c'est ton CM, comment il fait pour incarner la marque, lui donner la personnalité, etc. Ou sinon, c'est par rapport à tes contenus et ton wording. Comment réussir à faire transpirer ta marque et s'amuser un peu. Un bon moyen de mesurer tout ça, c'est, je pense, les commentaires, les réponses aux stories. Je pense que tu as réussi à créer de l'engouement ou de l'attachement pour ta marque, c'est quand tu as un maximum de réponses à tes stories et un maximum de commentaires. Donc ça demande je pense, un peu de réflexion. Et c'est là que la personnalité est importante, parce que si tu poses une question et tu es une marque, personne ne veut répondre juste à une marque parce que tu sais pas qui est derrière. Alors que si tu sais, entre guillemets, qui est derrière, oui, tu vas répondre, oui, tu vas envoyer un message, oui, et c'est là où on est encore... la plupart des marques en sont encore loin. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des opportunités parce qu'il y a peu de marques, et même les DNVB, je regardais des chiffres de marques qui veulent être mon associé, tout ça, pour voir un peu leur... Souvent, ils vont avoir leurs 50K abonnés, mais tu as 150 likes sur chaque truc. Donc, il manque encore même des codes à ces marques-là, quoi. Et on tourne un peu autour du sujet de connaître sa communauté, l'alimenter, la fédérer, etc. D'après vous, quels sont un peu les éléments, on va dire, importants à essayer de cerner au sein de la communauté pour que ça vienne alimenter? Qu'est-ce que vous regardez? C'est quoi les signaux faibles un peu que vous regardez qui pourront venir alimenter votre réflexion sur la partie création de contenu, en se disant, voilà, je sais que c'est l'audience que je vais aller chercher, c'est ces gens-là. Ouais. Qu'est-ce que je regarde ou comment j'essaye d'identifier des trucs qui vont venir me permettre de réfléchir des formats qui ont le potentiel de devenir viral, quoi. En gros, moi,
je vais voir dans cette niche-là les créateurs de contenu qui performent. Souvent, je vais sur TikTok et je me dis, je regarde un peu les thématiques, déjà les sujets au-delà des formats ou autres, les différents sujets, et à partir de là, creuser certains formats. Et au début, c'est pas bien, mais presque répliquer ces formats-là pour apprendre à comprendre la mécanique. ouais, et l'audience, et après affiner pour créer son format, quoi. Ça, c'est marrant parce que il y a les mecs qui font du copywriting, mais copywriting au sens j'écris pour vendre. Donc je rédige des mails, je rédige des pages de vente, etc. Tous les mecs qui sont vraiment forts en copywriting te disent un exercice à faire, c'est tu prends des trucs mythiques de la vente directe, tu vois, et tu les recopies à la main. Parce qu'en fait, le fait de recopier à la main, donc les mecs ils prennent tu vois, des pages de pubs qui étaient dans les magazines dans les années 60, 70, 80, et ils recopient la copie à la main pour s'imprégner du rythme de qu'est-ce qui fait, tu vois, c'est quoi le rythme, la construction des phrases, la longueur, la façon dont la copie elle est construite, le cheminement, etc. C'est pas juste de lire, quoi. C'est pas juste de lire. C'est pas juste de lire, d'étudier, c'est vraiment de se dire, ok, je vais faire le travail de recopier à la main. Et je trouve qu'il y a un peu de ça dans ce que tu dis là, de dire, je vais essayer de reproduire le même contenu parce que en le faisant, je vais me confronter à des problèmes, je vais essayer de comprendre qu'est-ce qui fait que ça fonctionne. Et quand tu le fais et que tu as créé une personnalité, comme Ben le disait, en plus, tu vas quand même. Tu viens injecter ton truc. Tu vas copier avec ta personnalité. Et donc, tu peux commencer à tester des vrais formats social media, quoi. Parce que aujourd'hui, quand on regarde les TikTok Awards du coup 2024, les gens qui gagnent, c'est pas ceux qui font les meilleurs contenus. C'est ceux qui ont la personnalité la plus forte. Aujourd'hui, en cuisine, Roro Cuisto, un peu clivant même. C'est pas la meilleure cuisinière, mais derrière, elle a réussi à créer une personnalité attachante, assez forte. La créatrice lifestyle, j'ai plus son pseudo, mais en tout cas, elle fait toujours le même. Elle fait toujours la même chose, etc. Et en fait, c'est un format anecdote. Elle est dans son salon et du coup, elle intervient, elle fait une entrée de chant un peu marrante. Aujourd'hui, quand tu regardes un peu tous les comptes qui sont mis en avant et qui ont performé, c'est vraiment parce qu'ils ont créé une personnalité qui est attachante. Les gens ont envie de les suivre. Et la manière que tu as envie de regarder le journal télé à 20h et que tu choisis entre France 2 et TF1 alors que tu as les mêmes infos, c'est parce que tu aimes bien ton présentateur. T'es bien celle-là. Je vous regarde, mieux que les enfants. Mieux que celle des enfants. Vous pourrez la voler si vous voulez. mais je trouve ça intéressant. Même en le lisant, je me suis dit, oh, pas mal. Je note. Du coup, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est comment on fait pour que le même contenu qui serait sur toutes les plateformes, par exemple tous nos concurrents, pourquoi les gens viendraient chez nous le consommer plutôt qu'ailleurs. Et j'aime bien, tu vois, des fois de se dire comment on abîme un peu notre format pour le rendre plus authentique. C'est plus simple de partir sur un truc très carré, très bien maîtrisé, etc. et le dégrader, plutôt que l'inverse, partir un truc dégradé et commencer à essayer de le pimper, etc. Souvent, ça marche pas très bien. Et du coup, moi, mes critères un peu de sélection d'un bon format et d'un bon contenu, c'est quand le format se tient tout seul sans le créateur et que je trouve qu'il est intéressant. Je me dis, bingo, c'est un bon format, c'est un bon contenu. Et à l'inverse, quand je me rends compte qu'il y a un créateur qui, derrière, a un format éclaté, mais le truc super performe, je me dis, cette personnalité-là, elle est intéressante. Il y a un truc à aller chercher, etc. Et tu mixes les deux, quoi. Si tu peux, tu mixes les deux, mais dans la vision, c'est de se dire que toujours un peu décoré entre le contenu et la personne, quoi. C'est ce travail d'analyse, d'essayer de se comprendre qu'est-ce qui fait que ça a pu fonctionner. Ça fonctionne, quoi. Et là-dessus, je trouve intéressant aussi par rapport à ce que tu disais, Glenn. Je pense qu'il faut se décomplexer un peu par rapport à ça. Tu prends dans toutes les phases d'apprentissage, quel que soit le truc que tu essayes d'apprendre à maîtriser, tu passes toujours par une phase de mimétisme. Bien sûr. Commence par reproduire le geste qui a fait ses preuves, et après tu poseras la question de savoir comment tu peux innover. Mais si tu maîtrises pas le geste de base, c'est compliqué d'innover en partant de zéro, quoi. Et je trouve que c'est un peu alors c'est particulièrement vrai chez les créateurs de contenu, mais cette pression à vouloir faire un truc original qui empêche plein de gens de se lancer et de créer du contenu parce qu'ils se disent putain, faut que je fasse ce qui n'a jamais été fait auparavant. Mais impossible, tu vois. Et regarde dans le cinéma, les mecs ils suivent les mêmes arcs narratifs depuis 40 ans et ils continuent. Ils cherchent pas, tu vois, ils cherchent pas à réinventer le storytelling. Le voyage du héros, c'est le même depuis la Bible. Hein, donc, et je pense que le fait d'assumer, de copier, te permet une liberté beaucoup plus importante après que de se dire je prends un peu de ça mais je me mens à moi-même parce que je copie un peu mais je le dis pas. Et c'est jamais reproché par la communauté. Typiquement, CM de Leclerc de Pont-l'Abbé, derrière, il y a plein de trucs qui ont été empruntés. Ailleurs, ça a été mieux fait, mais en tout cas, ça a été emprunté. Et jamais personne n'a dit c'est une copie, etc. Non, ils ont tous juste dit trop cool. On s'est marré, je suis trop content que c'est telle personne qui le fasse, et basta, tu vois. Clairement.
Apprécie-nous un peu. Soyons honnêtes, Glenn. Ouais, soyons honnêtes. Ok. Est-ce que vous voyez autre chose à ajouter? Non, Non. écoutez-nous. Non, on a essayé de faire court, actionnable, précis. Ouais. Constat, on va voir comment évoluent les plateformes, mais ça a l'air d'être parti pour se généraliser. Donc il y a Oui. des insights intéressants à creuser là-dedans. Et Mm. si on devait n'en garder qu'un, moi je dirais ce serait apprenez à connaître votre communauté. hein. Ouais, je pense. Vraiment. Profitez de la Saint-Valentin, faites des petits dates avec votre Ouais, communauté. faites des dates avec votre communauté. Allez, à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Ciao. l'équipe.